L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui les tomates. Alors c'est vrai que j'avais parlé de traiter le hou aujourd'hui, mais vu le peu d'écoute qu'a rencontré le Guy, je renonce et donc je passe à ces tomates auxquelles il va falloir penser bientôt puisque février c'est le mois des semis. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de la tomate qui, au début, quand elle est arrivée en France, a été considérée comme un poison et qui est devenu aujourd'hui le deuxième légume préféré des Français? Alors, petit rappel, 1492, les Européens et en particulier les Espagnols découvrent l'Amérique. Et ils découvrent en même temps plusieurs plantes cultivées qui vont prendre place dans nos jardins. Il s'agit des courges, des haricots et puis des tomates. Alors les tomates sont déjà cultivées par les Amérindiens et ils ont des variétés déjà améliorées, des variétés qui sont beaucoup plus grosses que le type sauvage. Et ils fabriquent en particulier une sauce tomate qui est pimentée et qu'ils font goûter aux Espagnols. Et donc les Espagnols rapportent la tomate en Europe. En France, elle va arriver une dizaine d'années plus tard, vers 1500. Le souci, c'est que n'ayant pas été en contact direct avec les Amérindiens, les Français en fait vont avoir beaucoup de suspicions par rapport aux tomates. Les savants vont décréter qu'elles sont toxiques parce qu'elles ressemblent beaucoup à des plantes qui sont des poisons par ailleurs, comme en particulier la belladone. La belladone, qu'on appelle aussi morelle furieuse ou cerise du diable, tient son nom des belles dames italiennes qui en faisaient une petite préparation qu'elles instillaient dans les yeux. Et il paraît que ça donne un œil particulièrement brillant. Alors je vous conseille pas d'essayer, c'est un peu risqué. Mais donc ça avait donné le nom de belladone à cette plante. Et par ailleurs fortement toxique. Et il faut savoir que cette belladone est de la même famille, effectivement, que les pommes de terre, par exemple, qui ont été longtemps aussi suspectées d'être toxiques. Et la tomate, c'est la famille des solanacées. Et c'est une famille que l'on reconnaît à ces fleurs qui sont un peu en forme d'étoiles à 5 branches. Donc assez rapidement, les Espagnols vont se mettre à cuisiner la tomate et on trouve déjà les premières recettes de gazpacho au début du XVIIe siècle. Et comme le royaume de Naples est aussi une possession espagnole, la cuisine de la tomate va aussi se répandre en Italie. C'est assez amusant d'ailleurs quand on pense à la pizza napolitaine. Et nous, en fait, il va falloir qu'on attende en France le milieu du XVIIe siècle pour que ça se généralise. Bon, déjà, il y avait quelques petites amorces de cuisine à la tomate dans le Midi, mais il va falloir qu'il y ait d'une part les famines et d'autre part la Révolution française pour que on s'intéresse de près à végétal. Une historiette qui est répandue par rapport à ça. On raconte que à un moment où on cherchait de nouvelles choses à manger, on s'est rendu compte en fait que les chiens pouvaient manger sans dommage la tomate et on a eu l'idée donc puisque ce n'était pas toxique pour les chiens de l'étendre à l'homme et fin du XVIIIe siècle on décide de classer cette plante qui était auparavant une plante d'ornement dans les plantes potagères. À cette époque-là, on peut lire dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert: le fruit de tomate étant mûr et d'un beau rouge, et il contient une pulpe fine, légère et très succulente, d'un goût aigrelé, relevé et fort agréable lorsque le fruit est cuit dans le bouillon ou dans divers ragoûts. C'est ainsi qu'on le mange fort communément en Espagne et dans nos provinces méridionales où on n'a jamais observé qu'il produisit de mauvais effets. Alors on le mentionne, mais on n'est quand même encore pas tout à fait sûr. Et puis vous remarquerez aussi que comme tout ce qui est un peu suspect, à l'époque la tomate c'est quelque chose qui se sert cuit et cuit souvent longuement. Après la Révolution française, les Parisiens feront connaissance avec la tomate lors de l'installation de 2 restaurants marseillais.
qui vont les initier à cette cuisine. Alors il ne faut pas s'illusionner quand même, il y avait peu de plats qui contenaient de la tomate. Début du 19e siècle, il y a monsieur Adolphe Dugleret qui est né en 1805 et mort en 1884, met au point une sauce qu'on appelle sauce Dugleret, justement de son nom. Et la tomate, on la cherche un peu parce qu'il y a de la crème fraîche, il y a du vin blanc, il y a un fond de veau ou un fumet de poisson, et la vedette, c'est pas la tomate, c'est un peu tout le reste. On perd même la couleur par le biais de la jonction de crème fraîche. Et si on regarde même les livres de cuisine, moi j'ai celui qu'avait ma maman, début du XXe siècle, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de recettes à base de tomates. Beaucoup de tomates farcies, alors des tomates farcies cuites ou des tomates farcies crues. Mais c'est avec la mode de la cuisine italienne et peut-être aussi du régime crétois que les salades de tomates toutes seules vont devenir un plat à part entière. Alors une autre raison de la difficulté de la tomate à s'installer dans notre gastronomie, ça a été la façon de la conserver, parce que autant les courges se conservent longtemps, les pommes de terre également, les carottes on les mettait souvent en silo avec de la cendre ou avec du sable, mais la pauvre tomate, une fois que l'époque de la récolte était passée, c'était très compliqué. Donc il va falloir qu'au 19e siècle, la conserve prenne son essor. Alors dans un premier temps, c'est Nicolas Appert au début du 19e siècle qui va trouver un peu de façon empirique la stérilisation. Et ensuite, c'est quelque chose qui sera expliqué par Louis Pasteur. Mais on met en fait très très longtemps à mettre au point la conserve familiale. Il faut savoir que dans les maisons, c'était souvent soit les légumes secs qui avaient la vedette, soit la cuisine dans la graisse. Et on n'était pas encore tous propriétaires de bocaux en verre avec les joints en caoutchouc. Il a fallu la massification de verreries industrielles et également l'arrivée du caoutchouc synthétique qui a été développé pendant les guerres à cause des blocus sur le caoutchouc asiatique pour que les bocaux tels que nous les connaissons arrivent dans nos cuisines. Pendant les 2 guerres mondiales, les gouvernements français ont encouragé à la fabrication de conserves maison et a même proposé dans certains endroits des ateliers où on pouvait apprendre aux ménagères à mettre en bocaux les fruits et les légumes. L'équipement des cuisines a aussi contribué à introduire davantage la tomate dans notre alimentation. Par exemple, quand j'étais petite, les fours ne marchaient pas en été puisque chez moi il y avait une cuisinière à charbon et donc on devait aller chez le boulanger qui nous faisait cuire les tomates dans un plat qu'on portait en grande cérémonie dans la rue, et moyennant une piécette, donc le boulanger mettait à cuire les tomates farcies dans le four qui était en train de s'éteindre. Et c'est sûr que à partir du moment où on a eu tous les équipements, four électrique, four à gaz, les choses ont bien changé. La recette des tomates farcies était une façon pratique de recycler les restes. Ça pouvait être par exemple la fin d'un pot-au-feu. On pouvait aussi servir les tomates froides garnies avec du riz à la mayonnaise ou d'autres préparations. Et c'est en fait avec l'arrivée des populations du Sud, et espagnols, italiens, siciliens et autres, qu'on a vu arriver une cuisine différente de la tomate, et en particulier la pizza, et que maintenant tout le monde connaît, les pizzerias ayant fleuri sur tout le territoire. Alors la pizza au début c'est une espèce de fougasse italienne, et la focaccia ou la schiacciata, schiaccia ça veut dire écrasé en italien, un morceau de pâte qu'on a donc écrasé et qu'on a garni plus ou moins sommairement. Dans un premier temps d'oignons ou d'autres choses, c'était les pizzas blanches, et puis ensuite les pizzas rouges ont comporté de la tomate. Ces premières pizzas étaient en fait une nourriture de pauvres, et
la plus grosse partie de la pizza, en fait, c'était la pâte à pain qui était épaisse et qui recevait une toute petite garniture bien fine. Là, on est maintenant dans le contraire, c'est-à-dire que les pâtes sont fines et que la nourriture que l'on met dessus est devenue très abondante. Alors la tomate a voyagé une première fois de l'Amérique vers chez nous. Et puis, elle a fait un voyage en sens inverse avec les graines et les semences qu'ont rapporté les colons quand ils sont repartis là-bas. Et c'est ainsi que il y a eu une pizzeria, la première pizzeria américaine. En fait, elle est datée de 1905 et elle se trouve à New York. Alors, pourquoi c'est intéressant? Nous, on a pu l'observer à la Grainothèque. C'est-à-dire que les variétés anciennes que l'on cultive maintenant, une certaine partie nous vient d'Amérique et en fait ont été sélectionnées au cours du 19e siècle par les colons qui étaient partis pour fuir la misère. Alors dans les variétés américaines que je pourrais vous recommander, moi je connais Money Maker qui est vraiment intéressante parce que c'est une tomate qui est capable de pousser bien sans avoir trop de maladies à l'humidité. C'est une tomate à grappe qui est assez productive et résistante aux maladies. Et une autre dont j'ai pu apprécier le goût, c'est Yellow Brandywine. Yellow Brandywine qui est vraiment très très goûteuse. C'est une tomate jaune. Et si jamais vous trouvez les graines, je vous conseille de l'essayer. Si on part du côté de l'Est, on va s'intéresser aux tomates russes qui ont connu une certaine popularité ces dernières années. Alors la tomate russe, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, son temps de fructification est raccourci, vu que les étés russes sont un petit peu plus courts que chez nous. Et du coup, ça peut être intéressant quand on habite dans des zones qui ne sont pas trop favorisées. Et ça peut être intéressant aussi en zone de montagne. Alors en zone de montagne, par exemple, vous pourrez essayer aussi, dans un autre genre, la noire de Crimée, et puis aussi vous pourrez essayer la rose de Berne. Alors rose de Berne, tomate suisse, qui va assez bien supporter l'arrière-saison et l'arrivée de l'humidité de l'automne. Une tomate qui est moyenne, rose framboise, contrairement aux autres tomates qui sont plutôt rouges vermillon, et qui connaît une certaine popularité parce que c'est une tomate qui est très très bonne au goût. Vous avez certainement vu aussi ces nouvelles tomates que l'on trouve dans les jardins qui sont des tomates longues. Alors il y en a de deux types, en fait il y en a une qui s'appelle l'Andine cornue. C'est très agréable parce que ça fait des tranches très régulières dans lesquelles il y a peu de pépins, mais on va trouver l'équivalent dans les tomates italiennes, par exemple avec la San Marzano qui a exactement la même forme et le même profil. Je vous ai parlé de la noire de Crimée. Si vous voulez varier les couleurs, vous pouvez aussi inviter la Green Zebra, qui est très très appréciée. Et la tomate blanche, sachant que pour la tomate blanche, ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir à quel moment elle est mûre. C'est aussi un peu le problème avec les tomates vertes. Alors il va être bientôt temps de faire les semis. Moi, je vous conseille de prendre un terreau qui soit pas trop riche parce que il y a des risques de pourriture si vous donnez trop à manger à vos petites graines qui de toute façon ont toutes les provisions nécessaires et n'ont pas besoin d'être dopées pour bien pousser. Et puis vous risquez en plus les pourritures si vous mettez des choses vraiment trop chargées en éléments fertilisants. Choisissez donc un terreau pour semis et bouturage. Ce sont des terreaux qui contiennent beaucoup de matière inerte. Alors vous trouverez dedans par exemple de la noix de coco passée à la moulinette. Alors autant les troncs des arbres qui ne produisent plus que les coques. Ça fait un genre de fibre qui remplace avantageusement la tourbe qui est en voie de disparition. La sphaigne également d'ailleurs, et puis vous trouverez aussi dedans des résidus de roches volcaniques comme la perlite par exemple et la vermiculite qui allègent le mélange sans changer le pH du sol. Si vous plantez à l'intérieur, si vous semez à l'intérieur, pensez à le faire tout près d'une fenêtre parce que plus on s'éloigne des fenêtres et moins le jour arrive jusqu'aux plantules, ce qui fait qu'elles se mettent à pousser démesurément et à être toutes maigres. Alors pour avoir de beaux pieds de tomates, le secret aussi c'est de les repiquer plusieurs fois si vous pouvez le faire. La plante ayant déjà 2 ou 3 feuilles,
Vous allez repiquer le petit pied de tomate en l'enterrant jusqu'aux premières feuilles. Ça va vous garantir un système racinaire beaucoup plus développé. Et c'est vraiment le secret pour avoir de belles tomates. À la plantation, vous pourrez les couder pour les planter. Alors on appelle ça planter couché, c'est plutôt plutôt coudé. L'avantage c'est que ça va ralentir la sève et donc permettre à plus de racines de pousser. Le souci c'est qu'il faut quand même penser à planter profondément et à ne pas planter trop en surface puisque maintenant on a des canicules qui peuvent mettre la pauvre tomate à mal. Une tomate pour pousser a besoin de phosphore et de potasse. Quand vous regardez les paquets d'engrais, vous avez NPK, N c'est l'azote, P c'est le phosphore et K c'est le potassium. Alors déjà vous pouvez faire un apport en cendre en hiver dans votre jardin, vous aurez comme ça un apport de potasse. Pour le phosphore, on vous proposera des farines de poisson ou des farines d'os. Mais une bonne alternative consiste à mettre du fumier, alors pas en même temps que la cendre, il faut essayer d'alterner les deux ensemble, c'est pas terrible. Et le fumier de poule est donné comme étant le meilleur. Si vous avez déjà essayé ça sur les géraniums, vous verrez que pour la mise à fleur, c'est vraiment extraordinaire. Sachant que le fumier de poule va être enfoui soit à la plantation, un peu loin des racines parce qu'il peut brûler, soit mélangé dans un arrosoir avec de l'eau d'arrosage, mais en le versant absolument sur des racines déjà mouillées. Sinon, vous risquez la brûlure. Alors le compost c'est très bien aussi, et veillez à ce qu'il soit bien décomposé si vous le mettez au fond du trou. S'il est pas tout à fait décomposé, préférez plutôt de l'épandre en surface parce que sinon vous risquez des fermentations au fond du trou de plantation. Pour ce qui est des traitements, attention au cuivre, on est en train de remettre les traitements systématiques au cuivre en question parce qu'apparemment au bout de quelques années on aurait des soucis d'empoisonnement du sol. Voilà, vous êtes avertis. Vous savez que vous avez une bonne alternative avec une plante qu'on appelle la prêle et qui est presque entièrement composée de silice. Il va falloir attendre un petit peu pour la voir pousser. C'est une plante qui pousse en zone marécageuse et qui a la forme un peu d'une queue de cheval. C'est une plante qui existait déjà au temps des dinosaures. Alors, une des façons les plus rapides de l'utiliser, ça va être de faire une décoction. Vous en mettez dans une casserole, vous laissez bouillir, vous laissez reposer toute la nuit et ensuite vous filtrez les collants, c'est pas mal pour ça, et vous diluez pour vaporisation à une proportion de 1 pour 5. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rendre visite à la Grénothèque où vous attendent des petites tomates prêtes à s'inviter chez vous, et puis envoyer des mails aussi, ça fait plaisir, on en a reçu quelques-uns et c'était bien sympa. Voilà, c'était Annick Valérie pour Radio Gréno, au revoir.